J'ai vu. Ok. Ok, alors. Bonsoir à tous. On va faire ce soir le cours, c'est sur la comment trouver les forces, d'où puiser les forces pour réussir. Déjà, on voit que chacun, chaque personne qui a réussi dans la vie, tous les success stories qu'on a entendus, que ce soit dans la Torah ou pendant la Torah, ils ont tous un point commun qu'on va essayer de comprendre comment ça marche pour pouvoir l'appliquer pour nous, dans les chaînes, pour bien l'utiliser. Avec votre autorisation, on va commencer par une petite histoire. Il y avait un, il y avait un jeune, il était fan de boxe. Et il avait un chien, etc. Et son rêve, c'est d'écrire une histoire sur la boxe. Et bon, il a fait de ça sa passion. Il avait son objectif et il écrivait, il travaillait à droite à gauche histoire de réunir un peu d'argent, etc. Mais c'était secondaire, quoi. Il trouvait de l'argent et tout, c'était pas son occupation principale et tout. Jusqu'à qu'à la fin, sa femme, elle est partie, elle en a eu marre de lui. Lui, il est resté tout seul avec son chien et bon, il est dans son trip, quoi. Et je sais qu'il a réussi à écrire une histoire et il est parti la présenter comment ça s'appelle, à des producteurs. Bon, ils ont vu l'histoire, ils ont bien accroché. En fait, c'était son histoire, c'était son rêve qu'il a écrit, quoi. Lui avec son chien qui va devenir une star de boxe et tout, et il s'est dit qu'il allait, ça allait marcher parce que c'est une histoire qui est sortie de ses tripes, quoi. Il s'est imaginé dans le truc, il voyait le personnage et tout, donc il a bien pu détailler, il a bien pu et ça a plu aux producteurs. Donc bon, ils ont vu que il était en l'air, quoi. Le mec, il dit tiens, prends 20 000 dollars et on t'achète l'histoire pour 20 000 dollars. On t'achète le scénario, quoi. Il a dit, vous 20 000 dollars, c'est rien du tout. Il dit non, qu'est-ce que tu veux, tu viens de commencer et tout. Il dit bon, ok, d'accord. Et au moment de signer le contrat, alors imaginez-vous, le mec, il est en l'air. Il fait rien de sa vie et tout. D'un coup, on propose 20 000 dollars. Il repart. 20 000 dollars, il peut vivre avec ça un an. Pour lui, c'était une mine d'or. Et dans le contrat, il leur dit par contre, j'ai une condition, c'est que l'acteur principal, c'est moi, avec mon chien. Je dis, tu rigoles. C'est normal. Qui mieux que moi pour jouer le rôle? Je connais les trucs, je connais l'histoire. Il n'y a que moi qui puisse savoir comment faire les mimiques et les machins. Je vais le vivre à fond. Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Et on dit, écoute, t'es gentil, mais il y a une liste de personnes. Bon, t'as pas la tête d'un acteur, quoi. Il faut un beau gosse. Il faut quelqu'un qui a un peu plus de poids, etc. En plus, t'as pas d'expérience. Je sais pas ce que c'est un film. On est dans un film et tout, t'as pas le. Bon, il leur dit écoutez, c'est pas grave, ils allaient voir d'autres producteurs, ça c'est ma condition. Bon, ils leur dit écoute, prends 30 000 dollars et on laisse cette condition. Et ils ont kiffé quand même le scénario. Donc il dit écoute, prends 30 000 dollars et laisse-le tranquille. Non, non, vous n'avez pas compris. C'est à prendre ou à laisser. Ils se regardent, les producteurs, ils disent c'est possible, ils vont pas lâcher. Bon, ils se font un signe de la tête, ils sortent le chéquier, ils disent écoute, 100 000 dollars, c'est notre dernier prix et t'enlèves ta condition. Il leur dit non, mon dernier prix, c'est moi et mon chien, sinon il n'y a pas de film. Il dit bon, laisse-nous réfléchir. Au bout de 3 jours, ils ont lu bien le scénario, l'histoire, etc. Ils ont kiffé. Ils ont dit bon, écoute, viens, on fait un essai. On te promet, hein, on fait un essai, mais vraiment, sois honnête. Si tu vois que t'es pas fait pour ça, comment ça s'appelle? Tu prends tes valises et tu laisses la place au pro, quoi. Il dit ok, marché conclu. Et il voit, il est passionné, il est à fond dans le truc et tout. Et effectivement, il engage pour le film. Le fameux film, je vais vous dire le film, vous allez reconnaître, Rocky Balboa, qui a fait 400 millions de ventes. Je ne prenais pas sur les chiffres, hein, je crois, j'ai entendu ça il y a longtemps. 400 millions de dollars de recettes. Imaginez-vous, il aurait pu récupérer 100 000 dollars. Qu'est-ce que tu fais? Arrête d'insister, prends tes 100 000 dollars. Non, mon rêve, c'est d'être cette personne-là. Je pourrais pas l'être en réalité, de devenir une star de boxe. Il faut des années d'entraînement, il faut des contacts, il faut des managers, il faut des entraîneurs, mais au moins ce rêve-là, comment je peux le vivre dans un film? Et donc Sylvester Stallone, tout le monde connaît,
c'est devenu une star à partir de ce film-là. Imaginez-vous, le mec, c'était un clodo, avec son chien dans la rue, en train de courir, il était dans un film. Sa vie, c'était un film. Il a tellement rêvé, il a tellement pensé à la chose, qu'il est devenu cette chose-là. Et combien, je sais pas, ils ont fait combien de Rocky 7, 8 7. Ah, c'est ça. 7, c'est un paquet, ouais. Ils en ont fait une tonne, c'est un carton, etc. Et bon, et c'est devenu une star de cinéma. Il est pas, vous connaissez, il est pas, c'est pas un beau gosse, il a une voix, voilà, c'est pas l'acteur, quoi. Imaginez-vous comment, il a insisté, il a fait le blata, quoi. Il a placé sa personnalité, alors qu'il n'avait rien pour réussir. On le connaît maintenant, c'est que, sinon de base, il arrive comme ça, il se fait jeter. T'as rien pour être acteur. Ta voix, ton profil, aucun rapport. En plus, il vient avec son chien. Ils ont vu quoi? Ils ont vu dans ses yeux, ils ont vu de la passion. Ils ont vu quelque chose qui est la clé pour réussir n'importe quoi. Parce que tous ceux qui ont réussi aujourd'hui, c'est qu'ils avaient quelque chose. Ils avaient une étincelle, ils avaient un rêve, ils avaient un objectif qu'ils ont tenu jusqu'au bout et ils sont devenus en fait ce qu'ils s'imaginaient très fort. Alors, dans la Torah, on explique ça par, enfin, on explique. Hachem, il a mis ça dans la force. Un homme, il a une force qu'Hachem lui a donnée dans sa nature de pouvoir réussir n'importe quelle chose s'il a ce qu'on appelle la volonté et comment dire, et comment ça s'appelle? Ouais, la passion, ça donne ce moteur pour créer la volonté. Mais s'il arrive à créer, voilà, la volonté, c'est le ratson, de créer avec cette volonté-là, d'aller au bout de ses objectifs, en prenant la responsabilité et d'aller jusqu'au bout, à ce moment-là, il réussit. On le dit comme ça. Il réussit. Dans le bien ou dans le mal, s'il est bien concentré, s'il le veut, il a une bonne volonté. Quand on veut, on peut. C'est ce qu'on dit là. C'est vrai. Ça, c'est... Quand tu fais les choses avec plaisir. Exactement. Et que tu es déterminé, tu organises un plan, tu te fixes des objectifs. Bon, je crois qu'on a dit, on a fini. Chacun a une idée du cours, on a touché à tout, je pense. Bon, bref. En tout cas, comment on voit ça dans la Torah? Dans la Torah, dans la parasha de Ba'alotra, il y a un épisode. La parasha, elle est longue. Dans la parasha de Ba'alotra, il y a un épisode intéressant où, de là, on apprend ce truc-là. Où, en fait, Moshe, là-bas, les bénis Israël, ils leur rendent fou. Un coup, ils veulent la manne, ils leur ramènent la manne. Non, mais on veut de la viande, on en a marre de croquer des nuages, des machins. Ok, ce que vous voulez, là. Il y a plus de vaches et pas du tout. Et la manne, tu penses à la viande. C'était de la viande. Non, on veut croquer dans un steak. Et les autres, non, on veut du poisson, nous. Et les autres, non, ouais, ça nous manquait là-bas, on mangeait des pastèques en Égypte et tout. Ouais, ils l'ont rendu fou. Chaque à la fin, il a craqué. Il va qu'on craque comme lui, il a compris le terme, moi. Et il est parti voir Hachem. Il a dit comme ça. Est-ce que c'est moi qui les ai enfantés, ces enfants, pour m'occuper d'eux et leur donner ce qu'ils ont besoin? Attends. Quel rapport le fait de les enfanter? C'est-à-dire quoi? Si maintenant c'était tes enfants, c'est 600 000 personnes, tu aurais pu leur donner à manger? Réponse, oui. Mon cher Rabbeinu, il sait très bien que si jamais tu m'as donné la responsabilité de ces personnes-là, alors automatiquement, j'ai une responsabilité et j'ai des forces pour réussir ma mission. C'est-à-dire qu'un homme, à partir du moment où il a la responsabilité sur une chose, il a en objectif cette chose-là, ok, ça fait partie de ses objectifs, alors il a les forces pour pouvoir réussir. S'il n'arrive pas, c'est ou de la fainéantise ou qu'il ne sait pas son objectif, il ne connaît pas son objectif. Là, Moshe Rabbeinu, il nous fait entre les lignes, il nous fait un enseignement en disant comme ça à Hachem, attends, c'est moi qui les ai mis au monde pour pouvoir leur donner ce qu'ils ont besoin. Lui, il veut de la viande, lui, il veut du poisson, lui, il veut de la manne, lui, il veut des oignons et des pastèques. Quel rapport? Alors, quoi, si tu les avais mis au monde 600 000, tu aurais pu leur donner chacun ce qu'ils veulent? Oui. C'est ça qu'il dit à Hachem. Il dit, s'ils avaient mis au monde, je comprends que j'ai la possibilité de leur fournir chacun ce qu'il a besoin. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est ma responsabilité. Donc, mon objectif que tu m'as fixé, c'est de m'occuper de mes enfants. Et donc, si maintenant lui, il a besoin de viande, je peux y arriver. Et lui, il a besoin de poulet, il n'y a pas de problème. Lui, il a besoin de poisson, aide Bayard. Mais si c'est pas mes enfants et que j'ai pas la responsabilité, qu'est-ce que je fais avec ça? Je peux rien leur faire. Comprenez comment mon cher Béni nous apprend cette règle? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une personne, à partir du moment où elle a une responsabilité, elle peut réussir tout ce qu'elle veut dans la vie. Un homme, il sait qu'il a une famille à nourrir, il trouve les forces
pour la nourrir, sa famille. Et il réussit. Sa famille, c'est sa force. Le mec, il est prêt à faire un deuxième job. Attends, je comprends pas. Quand tu n'étais pas marié, tu voulais mettre de l'argent de côté, tu n'arrivais pas. Maintenant, tu sais qu'il y a le loyer à payer, tu es prêt à faire un travail de nuit pour pouvoir faire en sorte que tes enfants aient de quoi manger, qu'ils aient des couches et des biberons, etc. et du lait. Comment tu trouves les forces? Parce que je suis responsable. Et les mecs, ils y arrivent à ce moment-là. C'est-à-dire quoi? Si on arrive dans notre vie à prendre nos responsabilités et à se fixer des objectifs, alors à ce moment-là, comme ce Rocky Balboa, Sylvester Stallone, on peut réussir n'importe quoi dans ce qu'on entreprend. À part des choses qui sont impossibles. Le mec, il veut décrocher la lune. On parle pas de choses qui sont improbables. On parle des choses qui sont des choses réalistes. Ça, on veut monter une entreprise qui réussit, il veut devenir riche, il veut devenir un tzaddik, il veut devenir Chacun, il a son rêve en tête. Il veut devenir un grand médecin, etc. Si jamais il se fixe cet objectif-là, il peut réussir. Et il réussit. Pourquoi? Parce que c'est Hachem, il m'a dit, à partir du moment où tu as la responsabilité, c'est-à-dire que soit tu as la responsabilité naturelle, comme tes enfants, soit tu prends tes responsabilités en te fixant l'objectif. C'est le principe des kabbalotes. Quand quelqu'un prend une kabbala sur lui, je prends sur moi maintenant, il le dit à voix haute, je prends sur moi maintenant tous les matins de faire 5 minutes de TID, ou 5 minutes de Torah, ou 10 minutes de ça, ou 1 heure de Shperat HaLashon. Le mec, il prend sur lui la chose, il le dit à voix haute, il se fixe l'objectif. L'unitaire, par exemple, l'unitaire, bien entendu, à ce moment-là, il a les forces de réussir. Et les gens, ils y arrivent, et ils se battent, et ils arrivent à trouver la simra, la joie à l'intérieur d'eux, parce qu'ils arrivent à remplir l'objectif qu'ils se sont fixés. Et ça, une personne qui vit comme ça, c'est l'homme le plus heureux. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a fixé ça dans la nature. Hachem, comment il a créé le monde? En 6 jours. Premier jour, il a créé telle et telle chose. Deuxième jour, je pose une question. Hachem, il ne pouvait pas créer le monde en un instant. C'est quoi ces 6 jours là? Et pourquoi pas 3 jours? Et pourquoi pas 40 jours? Tout prend du temps. Pourquoi en une parole, il aurait pu créer le monde? Pourquoi il a mis 6 jours pour créer le monde? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre cette histoire? Il y a des trucs qu'on ne peut pas mélanger, quoi. Peut-être les animaux et les astres, c'est 2 choses différentes, mais ça, pourquoi 6 jours? Pourquoi pas un instant? C'est un problème pour lui, Hachem. S'il a créé tout en 6 jours, ce monde est immensément grand. Il peut le créer en un instant. Il n'est pas limité. C'est pas comme si il a fait son maximum, il a pu faire ça en 6 jours. Non. On a compris que c'était pas une question de temps. Hachem, il a voulu nous apprendre que ce monde-là, je l'ai fixé, je l'ai créé avec une base qui est l'ordre. Premier jour, deuxième jour, telle heure, tel moment. C'est-à-dire que quand une personne est organisée, elle a ses objectifs, elle vit dans un monde qui est organisé, elle se sent bien. Quand une personne elle vit dans le désordre, elle est vide, elle se sent vide. Vide. Et ça, c'est c'est le but de l'objectif qu'on se fixe. C'est maintenant j'ai un but. Donc si j'ai un but, j'avance vers ce but. Si j'ai pas de but dans ma vie, je suis dans le désordre, j'avance nulle part, j'avance pas. Le mec il tourne, quelqu'un il sait où il avance, il voit l'objectif là-bas, il est dans le désert, il voit une ville au bout. Ça va être la marche qu'il va faire, elle va devenir simple. Une personne qui voit pas le bout du désert, alors peut-être qu'il va souffrir, il va être pas bien, etc. Une personne qui ne se lève pas, il fait une grasse mat, il se lève à 11h du matin, il se sent pas bien après, pourquoi? Je crois pas, tu as bien envie, tu aurais dû être. Pourquoi la personne elle se sent pas bien? Parce elle se sent vide, elle se sent sans objectif. Cette personne ne sait pas où aller, et donc il met une brique ici, après il met une brique là-bas, et après il voit un peu autour de lui, il voit qu'il a rien construit. C'est-à-dire que l'autre personne, elle a mis le même nombre de briques, mais sur le même mur. Qu'est-ce qui se passe? Il voit un mur, ça lui donne les forces de j'ai bien avancé aujourd'hui. Demain, je vais attaquer le deuxième mur. Ce mec-là, il va terminer la maison. L'autre, il voit qu'il n'a pas avancé. Il ne sert à rien. En Égypte, c'était une des choses qui était dure pour les Israéliens dans l'esclavage qu'ils avaient. C'était tout ce qu'ils construisaient, le soir, ils leur détruisaient tous les Égyptiens. C'est-à-dire ils leur ont même mentalement, ils les ont massacrés en leur enlevant l'objectif fixé. Parce que si tu vois une pyramide en construction, tu dis, allez, on a bientôt fini, allez, on se motive, etc. À ce moment-là, tu peux arriver ça te donne un but dans ta vie, ça te donne de la joie de pouvoir continuer. Mais si tu n'arrives pas, tout est détruit et tout, alors à ce moment-là, tu es tu n'arrives pas à avancer et tu
100% détruit physiquement. Voilà. Excusez-moi. Ok. Donc, deuxième histoire que je vais vous raconter, Elisha Hanavi. La Torah nous apprend, Elisha, c'est le Talmud, l'élève de Eliyahu Hanavi. Il était, lui, il a fait une chose incroyable, il a fait revivre un enfant. Comment? Alors, je vous explique l'histoire. Il a été accueilli par une femme qui lui a, dans le grenier, elle lui a fait un endroit que pour lui. Ils ont fait un escalier pour rentrer par l'extérieur. Dans le grenier là-bas, il avait un lit, une table pour étudier, il avait de quoi manger, et elle s'est occupée de lui, enfin, toute la famille, ses enfants, enfin, son mari et elle, ils sont occupés de lui, on dit, vous bougez pas d'ici. Tant que vous êtes notre invité, on a un tzaddik chez nous, si on peut faire du bien à un tzaddik, au contraire. Au bout d'un an, il devait partir, il a appelé cette femme, il a dit, dis-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Demande-moi une bracha, je te le donnerai. Je te bénirai tout ça. Écoute, ça fait 20 ans que mon mari et moi, on essaie d'avoir des enfants, on n'arrive pas à avoir des enfants. On veut un enfant. Il dit, ok, à cette période-là, dans 9 mois, tu auras un enfant dans tes bras. Il lui fait une bracha comme ça. Et effectivement, la bracha, elle a marché. Elle s'est retrouvée avec un enfant. À 5-6 ans, cet enfant-là, il rejoint son père dans le champ, et il attrape un coup de soleil, une insolation, je sais pas quoi, il tombe et il meurt. Là, il est, l'insolation a été fatale. Ils l'ont retrouvé par terre, sans souffle de vie. Elle s'est pas dégonflée, elle est partie voir Elisha Hanavi avec l'enfant. Et elle lui dit, madame, cet enfant-là, c'est votre bracha. C'est pas possible que cette bracha, elle s'arrête. Il dit, t'as raison. Laissez-moi dans la chambre seule avec lui. Il s'est allongé au-dessus de lui, il a dit un schéma avec Forache, et l'enfant, il s'est réveillé. Maintenant, comment Elisha, il a compris qu'il pouvait faire revivre cet enfant? Comment tu sais maintenant qu'Hachem, comment tu sais qu'Hachem, si Hachem il a décidé de lui enlever sa vie, c'est peut-être qu'il a fini son rôle, non? Donc, comment Elisha a dit non, Hachem, excuse-moi, mais je vais quand même le faire revivre. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui lui a donné les forces de se dire, en d'avoir raison? C'est le ratson, comme moi, il a dit. Ok, mais son ratson là, il ne peut pas aller à l'encontre du ratson d'Hachem, de la volonté d'Hachem. Hachem, il a décidé d'enlever cet enfant. Moi, j'ai envie de le garder. Ok, tu peux alors. On parle de probabilité. Si Hachem, il a décidé d'enlever cette personne-là, c'est que. Il y a des raisons. C'est pas. C'est ton enfant. Il a compris, là. Il a fait. Elisha a compris de monde. Cet enfant-là, c'est moi qui suis responsable de lui. C'est moi qui l'a mis au monde, entre guillemets. C'est moi qui a fait descendre cette Neshama. Si j'ai sa responsabilité, donc j'ai les forces de pouvoir même le faire revivre. Comme on a dit, mon cher Abénou, attends, c'est mon enfant. Si ça avait été mes enfants, j'aurais eu les forces de n'importe quoi. Maintenant, cette personne-là, ce petit, c'est ma responsabilité, c'est moi. Donc ça veut dire quoi? J'ai les forces de faire n'importe quoi. Et lui, pour lui, il sait qu'il y a une force de pouvoir faire revivre les enfants, de refaire vivre les gens, qui est Mechaye Metil. Les Kharamim, ils arrivent à un niveau où ils peuvent faire ça. Ils vont le Shem avec Forage pour ça. Donc, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Je sais que j'ai les forces pour ça. Et il a fait revivre l'enfant. Donc, ici, on récapitule. On a dit, à partir du moment où on a une responsabilité, on a la force pour pouvoir réussir, pour pouvoir tenir cette responsabilité et pouvoir réussir ce que j'entreprends par rapport à l'objectif que je me suis fixé. Soit c'est une responsabilité qui m'est donnée de base, comme mes enfants, ma femme, etc., ma maison, mon loyer, mes factures, etc. Soit c'est une responsabilité que moi je prends. Je prends sur moi la responsabilité maintenant de faire 5 minutes de Teilim par jour. Blinéder. Je prends sur moi, c'est un objectif que je me suis fixé. Je prends sur moi maintenant d'être quelqu'un qui va aider les yeshivot, qui va aider les synagogues, etc. Je vais devenir riche pour pouvoir maintenant relever le niveau de la Torah, relever le monde de la Torah. Je prends sur Tam, une personne qui vise ça, si elle va jusqu'au bout, dans ses pensées, dans ses objectifs, elle aura la force, Hachem lui donnera tous les moyens pour réussir. C'est une règle de base. Aujourd'hui, c'est quoi le problème? Aujourd'hui, comment ça s'appelle? Par exemple, à l'époque, la femme et les enfants, ils savaient que dans le frigo, ils allaient trouver de quoi manger.
Donc, ils avaient une émouna envers leur père ou leur mari, les femmes. Aujourd'hui, comme la femme, elle ramène de l'argent aussi, donc elle ne veut plus cette émouna envers son mari. Il y a une, comment ça s'appelle, il y a une perte dans la responsabilité. Elle sait qu'elle aussi, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'argent qui aurait dû passer par le mari est divisé en deux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plus de. À l'époque, une femme, elle n'avait pas besoin d'aller travailler. Aujourd'hui, il dit, mais non, mais comment, si ma femme, elle ne travaille pas, je ne peux pas m'en sortir. Non, parce que tu n'as pas pris à 100% la responsabilité. Si jamais un mec, il sait très bien que laisse, c'est moi qui m'occupe de la maison, il peut arriver à tout seul à s'occuper de la maison. Vous comprenez, aujourd'hui, à partir du moment où il se dit, je ne peux pas m'occuper tout seul, comment je vais faire? Il y a trop de dettes, il y a trop de frais. Donc, ils disent même pas ça. Pour eux, c'est normal que les deux doivent travailler. Pas que la femme, elle doit pas travailler. Attention, je suis pas en train de dire que les femmes à la cuisine, aucun rapport. Mais dans l'idée, à l'époque, regardez les deux générations, une femme qui allait travailler, c'était rare. On parle de nos grands-parents, il n'y a pas, parce qu'elles s'occupaient du foyer, de la maison. Et pourquoi ils s'en sortaient les familles. Et aujourd'hui, ils s'en sortent plus. Alors qu'aujourd'hui, on peut faire en moins de temps beaucoup plus d'argent. C'est bizarre. Pourquoi? Parce que la responsabilité, elle n'est pas prise, elle n'a pas été prise à 100%. Lui-même, il se dit, je vais faire mon maximum, mais ce maximum, il s'est fixé une barre, c'est ça sa responsabilité, donc on lui donne l'effort d'y arriver. Mais il a compté sur sa femme, et elle va rajouter 3, 4, 5 000 shekels par mois, donc ouais, on va s'en sortir, je pense. On arrivera à 12, 13, 14 000 shekels, on va rentrer dans nos frais. Pourquoi tu as fait ça? Dis-toi, moi, tout seul, je vais réussir. Et si on a besoin, alors tu veux travaille pour toi, mais moi tout seul je peux y arriver. S'il se fixe ça, il va pouvoir atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. À partir du moment où dans sa tête il a descendu il a descendu la barre, automatiquement il a descendu le budget qu'on lui a fixé dans le ciel pour réussir. Pourquoi? Parce que tout dépend de la volonté. Ok. Comment ça s'appelle sur le terrain de sécurité. Hein? C'est un chanteur. Une personne, elle peut arriver à se convaincre. Comment ça marche en rapide. En fait, dans notre cerveau, on a un endroit qui trie les choses qu'on voit, qu'on entend, qu'on prend comme objectif. Par exemple, donne un exemple. Quelqu'un qui fume, il dit, je vais arrêter de fumer. Son cerveau, il va filtrer cette info et il va dire, est-ce que c'est possible d'arrêter de fumer? Non, c'est pas possible. Donc, il va pas rentrer ça à l'intérieur qui met en marche le corps pour pouvoir réussir la chose. Vous comprenez? Je réexplique. C'est un peu je vais pas rentrer dans les mots techniques, etc. Disons que le cerveau, il capte une information. Il y a un endroit dans le cerveau qui va trier cette information, voir si c'est une information qui est probable ou pas. Si jamais il voit que c'est quelque chose qui est réalisable, il va la rentrer dans la partie du cerveau qui va envoyer les ordres au corps de réaliser la chose. Ok? Maintenant, cette personne-là, elle fume. Il dit, je vais arrêter de fumer. Ça arrive dans le cerveau, le corps, le cerveau, il voit, est-ce qu'on est capable, c'est le côté logique du cerveau. Est-ce qu'on est capable de s'arrêter de fumer maintenant? Non, on a besoin de ça, on a besoin de cette nicotine, on a besoin de ce côté de se détendre, de s'aérer avec une clope, etc. C'est pas possible, il ne fait pas rentrer l'information à l'intérieur. Et donc, automatiquement, le corps, il n'arrive pas à passer à l'acte. Le mec, il n'arrive pas à arrêter de fumer. La technique, c'est quoi de NLP? C'est de contourner, en fait, ce filtre logique qu'a le cerveau. On arrive à contourner et lui faire entrer l'information que tu vas arrêter de fumer. Et donc, le corps, il applique cette chose-là, et le mec, il a plus envie de fumer. Vous comprenez? C'est une technique qui est aujourd'hui qui est très répandue, qui marche, il y a beaucoup de résultats. Et c'est une sorte de demi-hypnose, quoi, un peu. L'hypnose aussi, ça permet de contourner le. J'ai une excuse, parce que je suis sûr que c'est pas ça. Mais j'aurais pu revenir. Et continue, voilà, si exactement. Si on m'avait dit que t'arrêtes à te mentir, j'aurais pas le doute. Voilà. Non. Je suis content de ce que tu veux. D'accord. Donc, grâce à cette technique, on arrive à contourner la chose qui me permet de dire non, je ne peux pas arrêter de fumer. Même si la personne a pris sur elle, on arrive à contourner cette chose-là. Pareil, l'hypnose. L'hypnose, c'est ça. L'hypnose, on met le mec, on endort son conscient pour pouvoir lui placer ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est pas sûr. Parce qu'en fait, si c'est quelque chose qui est contre sa volonté à lui, par exemple, le mec, on lui dit, allez, il est en hypnose, on lui dit, vas-y, monte sur la table, il ne montera pas sur la table. C'est contre ses valeurs. Dans son inconscient, il bloque la chose. Par contre, si c'est une chose, par exemple, je lui dis,
maintenant ta main elle devient de plus en plus lourde, il va sentir comme si il a un objet dans la main. Pourquoi? Parce que dans son corps, dans sa tête, il va s'imaginer qu'il a quelque chose, j'arrive à le rentrer à l'intérieur, et donc son corps, il va réagir par rapport à ça, donc il va donner beaucoup plus de force, comme si il est en train de tenir quelque chose. Il va sentir cette chose-là. Il y a des gens qui arrivent à se concentrer et à s'imaginer que leur main, c'est de l'acier, et ils peuvent casser des briques avec ça. Vous connaissez ça, vous voyez dans les... Comment ça s'appelle ces émissions-là? Bon bref, là-bas, ils mettent des briques. Le mec, il arrive à s'imaginer comment il va casser toutes les briques sauf la dernière. Comment il saigne pas? Non, Il s'arrête à ça. non mais ok, il s'arrête à temps, mais Il va tout dégager. ouais, mais comment il arrive à les casser? Ça, Je me rappelle quand j'étais petit, j'ai essayé un jour de. Quand je suis éclaté la main. Le mec il va avec son poing, le poing c'est plus dur parce qu'il faut bien viser en fait. Alors, mais pourquoi? Parce qu'ils arrivent à un niveau de concentration où ils s'imaginent que c'est une plaque de fer leur bras, leur main. Et donc maintenant c'est comme si ils tapent avec un truc en fer. Et ils sentent pas la douleur. Parce que le corps il s'est conditionné à ça. Ok. Maintenant, de là, on déduit quoi? Que, comme ça nous disait Rachamim, que ce que dessine l'imagination, le corps le réalise. On va expliquer dans le dernier cours. Donc, si maintenant, moi, je ferme les yeux et je m'imagine une scène avec beaucoup, beaucoup de détails, le corps, il va, comment dire, il va mettre en condition les choses pour pouvoir, comment dire, il va donner les informations par rapport à l'image que mon cerveau il s'est imaginé, à la pensée que j'ai, comme si je suis dans la scène. Je donne un exemple, vous allez tous vous reconnaître. Quand quelqu'un il s'endort un peu, il rêve qu'il est en train de monter des escaliers et il rate une marche. Qu'est-ce qui se passe? Ses pieds ils se lèvent. Pourquoi? Parce que maintenant il est dans la scène, donc son corps il réalise ce qu'il a pensé. Imaginez-vous maintenant une personne qui pense fort à un objectif. Son corps il va faire en sorte de réaliser cet objectif. Dans le mental, il va y arriver. Si maintenant, je donne une technique, par exemple, quelqu'un, putain, mais il veut se lever tôt le matin. Il veut se lever maintenant au net. Il veut prier à 6 heures du matin. Il n'arrive pas. C'est tout le temps 8 heures, 9 heures. Il n'arrive pas. Il faut qu'il s'imagine dans sa tête comment il va se lever toute la scène. Imaginez-vous la scène où il va se lever. Alors, plus il rajoute de détails, plus le corps il va prendre ça comme quelque chose de réel. Il va s'imaginer comme ça, comment son réveil, il entend la chanson de réveil comme ça, de son truc. Il ouvre les yeux, il voit 6 heures du matin. Et il voit comment il éteint le réveil. Il voit comment il se lève et qu'il met ses chaussures, il s'habille, etc. Il voit tous les détails. Je sais pas, quand chacun selon son. Il s'imagine comme ça, il rentre dans une espèce de film où c'est lui qui vit le truc. Et à ce moment-là, plus il s'imagine cette chose-là, plus son corps pour lui, il va avoir il va réaliser le fait qu'à 6 heures, il faut se lever. Et regardez comment ça marche quand quelqu'un il a un rendez-vous. Et il sait qu'il faut se réveiller à 6 heures du matin, il ouvre les yeux, il est 6 heures du matin. Ça m'est déjà arrivé. Pourquoi? Parce qu'il a tellement pensé fort à la chose. Donc ça, c'est au niveau psychologique, scientifique, etc. C'est prouvé. C'est des choses qui existent. Les Chachamim nous disent, regardez comment c'est dans la Torah, on nous dit, les pensées, elles sont les pensées des avérotes. Par exemple, quelqu'un qui pense Shalom à l'aide d'une femme, c'est pire que d'aller avec la femme. Pourquoi? Comme ça, ils disent dans la Gemara, Irurim Avera, Kashim mais Avera. Les pensées de la Avera, ils sont plus durs que la Avera. Pourquoi? Parce que la Avera, il ne peut pas la faire quand il veut. Ça ne dépend pas de lui. Les pensées, il peut les faire quand il veut. Bah non, mais les pensées, ça n'a rien à voir. Non. Le corps, il va faire exactement, c'est-à-dire que quand il va penser à la chose, c'est comme si il est en train de le faire parce que le corps, il s'y va. Donc il se rend l'impureté dans son échama. Comme si qu'il avait fait. Vous vous rendez compte? Attention, c'est pas la même Avera. Le mec, il va pas dire, bon, bah, alors ça y est, alors maintenant je suis. Non, tant que. On nous dit ça pas dans le sens que ça pèse autant que la Avera, mais pour nous apprendre ce système que quand quelqu'un il pense à une chose, c'est comme si qu'il fait la chose. Dans le corps, il réalise cette chose-là. Pas au niveau du fait qu'il va avoir une Avera en plus parce qu'il a pensé à aller avec une femme. Donc c'est comme si qu'il était avec une femme, donc après 120 ans, il va rendre compte sur ça. Non, dans le fait qu'il a la même émotion que s'il avait fait tout. C'est-à-dire qu'il va se sentir pas bien, comme si qu'il a fait la Avera, etc. Ok. C'est comme j'ai connu ma femme, il a filmé 3 fois qu'il criait par jour, une fois que j'ai connu. Alors, elle n'arrive pas à arrêter de fumer. Alors, j'ai dit, si tu arrêtes de fumer, je suis pour lui. Elle a arrêté de fumer.
Voilà. Pourquoi? Parce que, Est-ce que j'avais un objectif? voilà, Je l'objectif. lui dis, tu choisis, on prend pas les cigarettes, ou moi, tu choisis, c'est ça. Voilà. Je ne veux pas la cigarette, elle passe devant moi. Bien fait. Très bon exemple. Donc, Donc, elle arrive, la quand, cigarette, j'ai dit, voilà. Donc maintenant, l'astuce, c'est tu quoi? vas être enceinte des enfants qui va tout sans cigarette. Alors, c'est une idée. Non, prochain. Donc maintenant, on a la technique pour la suite, c'est quoi? C'est que comment réussir dans sa vie, la clé, c'est de se fixer des objectifs. Attention, des petits objectifs. Parce que si on va trop loin et qu'on n'y arrive pas, on abandonne. On peut les atteindre. Voilà. Par exemple, quelqu'un, il veut monter une entreprise. Voilà. Il veut monter une entreprise. Il va pas se fixer l'objectif de monter une entreprise. Allez, maintenant, j'ai pensé fort, j'ai compris le cours, j'ai pensé fort, je veux monter mon entreprise, je veux être riche, je veux réussir. Ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que tu restes dans le désordre. Il faut te fixer des objectifs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire maintenant, je vais fixer mon entreprise, il prend un papier, une feuille, et il se fixe sa première étape. C'est quoi la première étape? D'abord, je me pose avec un comptable. Je me pose avec un conseiller, quelqu'un qui est dans le même truc pour pouvoir avoir des conseils, comment rentabiliser. Il fait un business plan. Le mec, c'est comme ça qu'ils font. Ils fixent la chose, des petits détails, et à ce moment-là, ces petits détails-là, ils vont lui permettre, au fur et à mesure, de remplir les objectifs. Il met un V dans chacun des trucs, et à la fin, ça va lui donner la force de un deuxième, un troisième, un quatrième. Il a envie comme ça. Ça lui donne la simra. Il est dans le cédère de ce monde-là, dans l'ordre, dans sa nature, et il a envie de réussir, et donc ça lui donne la motivation. La deuxième étape, il a envie de la réussir, et il a réussi. L'homme, il a été fait. C'est quoi la simra, la joie? Quand est-ce qu'une personne elle a de la joie? Quand il a atteint ce qu'il voulait, exactement. La personne elle a un manque, elle veut une Mercedes. Quand il a eu cette Mercedes, est-ce qu'il est heureux le mec? Il se sent bien, ça y est, il est au top. Mais combien de temps ça va durer? 3, 4, 5, 6 mois, ça dépend de combien de temps il a voulu cette Mercedes. Il va la kiffer, mais ça va s'estomper. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il a créé un autre manque. Maintenant, il veut une Ferrari. Ou il veut la prochaine Mercedes. Ou, tu vois, il y a un problème parce que j'ai pas... À partir du moment où la joie, c'est de remplir les manques que j'ai. C'est ça. La joie, la définition de la joie, selon la Torah, c'est à partir du moment où j'ai un manque que j'ai comblé, je me sens heureux. D'accord? Donc quelqu'un, il attend avec impatience un job ou une femme, ça y est, bon, Hachem, il va se marier, ou sa femme est enceinte, il attend ça avec impatience, il va combler, plus le manque est grand, plus la joie, lorsque ce manque va être comblé, plus la joie va être grande. C'est le principe. Alors, quand une personne s'est fixé un objectif, elle s'est rentrée un manque. Ok? Elle visualise l'objectif et elle sait que remplir cet objectif-là, ça va lui donner la simra, la joie, parce que elle a créé ce système de manque donc ça veut dire quoi? C'est à partir du moment où il y a un manque qui est comblé, il y a de la joie, donc il y a une motivation qui se crée. Et donc le deuxième objectif, j'ai envie de faire. Et c'est quoi l'intérêt? C'est que je peux pas casser tout ça. Je suis tellement lancé que je peux pas arriver et je peux pas faire marche arrière. Quelqu'un qui prend sur lui, c'est moi. Il y avait une histoire, je crois que je l'avais déjà raconté. Une femme est partie à un cours de Torah et le Rav, il a dit avant Shana, il a dit prenez sur vous quelque chose, je vous conseille, le point faible des femmes c'est la Shonara, prenez sur vous une Kabbalah, fixez-vous un objectif et allez jusqu'au bout. Bon, il a dit c'est très bien, pour vous la Shonara c'est impossible, pour moi aussi, je vous rassure. Mettez-vous une heure j'ai raconté cette histoire, une heure dans la journée. Ok. S'il y en a pour qui c'est très très dur, fixez cette heure-là quand vous serez sûr de réussir. Bon. À la fin du cours, il y a une femme qui est venue le voir et elle lui a dit, Rav, excusez-moi, moi c'est impossible. Mon mari et moi, c'est notre passion. J'ai des groupes sur WhatsApp, le titre c'est Lachonara. Je peux pas, c'est impossible. Le Rav lui dit, il y a des moments où tu dis pas Lachonara toute la journée. Tu dis quoi, même la nuit? Non, la nuit je dors. Alors prends sur toi. À quelle heure tu vas dormir? Vers 11h. Ok. Alors prends sur toi de minuit à 2h du matin. Tu peux faire ça? Bah oui. C'est quoi? C'est pas du jeu? Non. À partir du moment où tu fixes un objectif, le Rav dit très bien.
tu t'es fixé un objectif, tu vas rentrer dans un engrenage. Tu vas rentrer maintenant dans le fait de réaliser cet objectif-là, tu vas vouloir plus. Donc, automatiquement, tu vas arriver à cet objectif que de plus dire de la chose. De parenthèse, psychologiquement, par exemple, si quelqu'un il dit à une personne, j'ai envie de me suicider, Rabbi Shalom, il faut pas prendre en compte. Par contre, s'il s'est imaginé comment il va le faire, il faut l'amener vite chez un psychiatre, c'est un psychologue. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a dessiné la chose dans son cerveau, il peut passer à l'acte. Vous comprenez? Donc, la technique, elle est simple. À partir du moment où c'est dessiné dans le cerveau la chose, on rentre dans ce chemin. On est mis sur les rails. On est sur les rails. Ok, elle dit, je prends sur moi. Une semaine après, Laura vient, c'est un pour toutes les semaines. Elle revient voir Laura, elle dira, vous m'avez brisé ma vie. Quoi? Pas de problème. Regardez, j'étais bien. Ok. Premier jour, facile. Deuxième jour, jeudi soir, on avait un mariage. Mon mari était fatigué, il m'a dit, laisse tomber. Bon, je suis parti toute seule. Et c'était le mariage de l'année. Pas, il y a les ragots, on peut finir. Le tonton machin, il parle plus à truc. Et ils s'attendent, ils sont pas vus depuis le truc, machin, ça va être la bagarre. Donc elle était contente. Son mari était chaud. Tu rentres, on fait un briefing, on fait un débrief. On fait, bon, maintenant, elle va, 11h30, elle termine le mariage, elle va pour rentrer. Il y avait un bus qui partait qu'à minuit. Elle rentre chez elle. Il est minuit et demi. Son mari était fatigué, donc elle s'est dit, demain, on va parler. C'est le mec, elle est rentrée dans sa cabala, de minuit à 2h du matin. Et elle voit son mari sur le fauteuil. Et qui lui dit, j'arrive pas à dormir. Il faut que tu me racontes. Alors. Et elle va pour déballer les ragots. Et elle s'est rappelée de sa cabala. Non, attends, non. J'ai pris le travail, j'ai fait sur moi jusqu'à 2h du matin. Tu rigoles, depuis tout à l'heure, je t'attends. Il est minuit et demi, on va attendre 1h30. Attends, mais c'est dommage, ça fait une semaine, je vais pas. Attends, je crois pas. Et demain, tu vas me raconter? Bah oui. Alors, ça sert à quoi? Mais c'est ridicule, mais qu'est-ce que. C'est vrai, mais qu'est-ce que je fais? Et elle n'a pas envie de casser parce que ça fait une semaine quand même. Donc d'un autre côté, elle se dit, ok, d'accord, je vais te raconter, mais elle dit non, je peux pas te raconter. Désolé. Bon, il s'énerve avec elle, il en va balader, machin, etc. Il va dormir, il se parle plus et tout, machin, il se fait. C'est pas possible. Et finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? À 2h du matin, elle n'en pouvait plus. Elle a réveillé pour lui raconter. Et ils ont fait jusqu'à 3h du matin une soirée la chenard. Elle est partie voir le rave. Elle a dit, attendez, ça sert à quoi? C'est quoi vous me faites tourner en rond là? C'est quoi cette histoire? Le rave lui dit non. Sache que de minuit et demi à 2h du matin, tu as gagné un ange qui est ni plus ni moins que ton Yitzhara. Tu as réussi à le battre. Même si à la fin, tu l'as laissé, tu ne peux pas gagner tout de suite. Mais là, tu l'as mis percute. Tu l'as mis KO pendant 1h30. Tu te rends compte? Toi, tu as réussi à faire ça. Ouais. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Ne regarde pas la guerre. Toi, tu vois la fin, l'objectif final. C'est sûr qu'on peut pas le faire. La Shonara, toute une journée, c'est Ravet Sraïm. Mais tu peux 1h, 2h. Si tu y arrives, eh ben, ça te donne des forces pour la suite. Aujourd'hui, cette femme, elle a un groupe WhatsApp où, dès qu'il y a un problème, quelqu'un qui a besoin de réfoua, de prière ou quoi que ce soit, elle fait une chaîne de Shmirat Halashon. Où, pendant 24 heures, on ne dit pas la Shonara. C'est-à-dire, moi, je prends de 10h à 11h. Toi, tu prends de 11h à midi. De 2h à 3h l'après-midi. Toi, tu peux pas. Ok, alors, prendre à minuit. Ok. Et ils font de 24 heures comme ça, où chacun a pris 1 heure, ou interdit de parler de la Shonara. On parle pas de mauvaise langue. Et c'est des trucs qui font des miracles. Comment ça s'appelle, des guérisons, des machins. Faites peut-être un jour, rien que d'apprendre à la chôte de la Shonara, c'est déjà avec ces goûts-là pour la réussite. Quelqu'un qui a besoin d'un niveau 2 à la chôte par jour de la Shonara, c'est déjà un gros truc. Maintenant, la personne, elle s'est fixé un objectif, elle se sent bien, j'ai réussi. Elle a comblé ce manque qui était l'objectif. Quelqu'un dans la Torah qui veut devenir un grand, ou qui veut devenir un grand dans la Torah, ou qui veut devenir un grand tzaddik, il faut qu'il se mette des petits objectifs. Le stapler à la Vachalom, le père du Rav Chaim Kanievski, d'aujourd'hui, le Rav Israël Kanievski. Lui, comment il est devenu un grand dans la Torah?
Il était à l'armée, chez les Russes. Il est loin de. C'était un juif, Yeri Shamaïm, qui avait la crainte de Dieu. Mais bon, il était à l'armée russe. Va garder ta religion là-bas. Et un jour, bon, il a gardé ses valeurs et tout, mais bon, tu n'aurais pas misé 10 shekels sur qu'il allait devenir un joueur grand dans l'âme d'Israël. Et un jour, il était en train de faire une garde, enfin c'était à son tour, et il arrive là-bas en Russie, il fait moins 15. Il allait pour faire sa garde, là-bas le russe antisémite de première, il lui dit, dis-moi, c'était Shabbat. Il dit, non, il se passe là-bas le manteau, dans un gros manteau de fourrure, pour pas avoir froid, un espèce de polaire comme ça, énorme, et il se le passe. Celui qui garde, il le récupère. Il lui dit, vous avez le droit de monter sur l'arbre Shabbat pendant votre jour de repos? Il dit non. Il dit alors va chercher le blouson, le manteau. Il lui jette sur l'arbre, sur une branche. Il dit pourquoi tu fais ça? Et l'autre il rigole, il s'en va. Bon, Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Il réfléchit. C'est un danger de mort. Moins 15 degrés. Il était armé lui aussi. Il avait de quoi devenir. Mais moins 15, tu tiens quoi? C'est même pas un quart d'heure. Donc il dit Shabbat comme ça, c'est un danger. Donc la Torah, on peut transgresser la Torah. Donc je peux monter prendre le blouson je peux transgresser la Torah pour pouvoir prendre ce blouson parce que je vais sauver ma vie avec ça. Et après dans sa tête il attend 2 secondes. Mais ça c'est que dans un quart d'heure. Donc on verra. Il attend un quart d'heure et après un quart d'heure il va pour monter sur l'arbre et il se dit attends, je peux tenir encore 5 minutes. Ouais, 5 minutes on peut tenir. Je vais prendre le blouson. Les 5 minutes on peut tenir. Et il attend 5 minutes. Il finit les 5 minutes, il va pour monter sur l'arbre, il dit attends encore. Ça va, je suis pas encore au bord de l'évanouissement. Je peux tenir encore 5 minutes. Il y a encore 5 minutes. Il a fait ça pendant 2 heures. Les 2 heures de sa garde. Et il est là en train de il a fait un bras de fer avec son Yetzirah. Il se fixait tout le temps les mêmes objectifs. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Et de là, il est ressorti Rabbi Israël Kanevski. Comment? Quand il est rentré à la yeshiva, il a commencé à étudier la Torah, il a utilisé la même technique. À tel point qu'il étudiait, écoutez bien, 40 heures sur 48. Il arrivait d'affilée. Un jour, quand il devait se marier, comment il arrive à ça? Il n'est pas arrivé comme ça. Il étudiait. Au bout d'un moment, il voulait se lever. Il en avait marre. Il voulait aller se reposer. Il dit, alors, encore, je peux 5 minutes encore? On peut 5 minutes. Et il pousse. C'est qu'à la fin, il voyait qu'il a repoussé ses limites. Il s'est donné la force. Pourquoi? Parce qu'il s'est fixé des petits objectifs, et il arrivait à les atteindre, et il se sentait bien. Il arrivait à 3, 4, 5 heures de niveau d'affilée. Il a déjà peine maintenant de casser le truc. Donc, encore 5 minutes, encore 5 minutes, jusqu'à qu'il arrive à 40 heures sur 48. En 2 jours, il fait 40 heures d'affilée. Le Chazon Ish, il lui a présenté sa sœur. Chazon Ish, c'est un autre grand en Shiloh. Imaginez la sœur de Chazon Ish. Maintenant, il a fait le calcul pour aller la voir, la rencontrer, que lorsqu'il finit ses 40 heures, ça se passe pendant les 8 heures de repos qu'il a. Pour pas utiliser son temps de libre. Il va, regardez comment il a calculé. Il devait prendre le train jusqu'à une ville, en Russie. Là-bas, rester avec cette fille pendant 1 heure, 2 heures, et repartir. Maintenant, c'était 3 heures de train, aller, 3 heures de train, retour. Avec 1 heure, 2 heures avec cette fille. On la rencontre, savoir si. Pour le mariage, quoi. Pour la rencontre du mariage. Ok. Donc, il s'est dit, super. Dans les 3 heures de 40 heures, il finit, 40 heures de livre, il finit. Maintenant, il faut qu'il se repose un peu. Donc, il a fait en sorte que quand il rentre dans le train, il dort. Il dort dans le train, il arrive là-bas, il fait sa rencontre, il repart, il dort, comme ça, il repart pour 40 heures de limoud. Imaginez-vous Maintenant, il rentre dans le train, il va pour s'asseoir et il voit la banquette du train, elle est en lin. Et lui, son costume, il est en laine. Il s'est fait attends, il réfléchit, est-ce que je peux m'asseoir ou pas? Je peux m'asseoir, là est la laine. Ah, il y a un truc des rabanades. Il voit qu'il n'arrive pas à trouver un truc. Il dit, je reste debout. Il est assez debout. Il arrive là-bas au rendez-vous, et elle lui parle, et il s'endort. Je sais qu'au bout d'une heure, elle a compris qu'il était. Bon, elle va voir son frère, le Chazon Ish. Tu m'as dit, c'est
c'est un surdoué, c'est une sommité, c'est un génie de la Torah, dormez, il s'est endormi dans moi. Attends, allez, c'est pas possible, laisse-moi vérifier. Il va le voir, il s'est passé quoi avec ma soeur, tu m'as dit que tu t'es endormi, etc. Il dit, non, non, je vous explique. Il a expliqué l'histoire. Bon, il a appelé sa sœur, il a dit c'est bon. Écoute l'histoire, tu verras pourquoi. Il a pris 40 heures de limoud, il a pas eu il pouvait pas s'asseoir. Il avait peur d'une avéra, des rabadan, etc. pour pouvoir. Elle a dit c'est bon, si c'est ça, on continue. Et ils se sont mariés. Ils sont mariés avec la sœur du Khazonish. Donc, leur fils, Raphaël Kaneski, aujourd'hui, tout le monde connaît, c'est un des grands un des grands d'Israël. Donc, on reprend le film. Une personne, elle ordonne toutes les forces pour réussir. À partir de quand elle peut réussir? Quand elle s'est fixé l'objectif. Le but, c'est pas de fixer des objectifs trop loin, des petits objectifs. 5 minutes de Torah, encore 5 minutes, ou, comment dire, une macérette, ou 2 halachot, ou, comment dire, des teilim, ou même, en dehors de ça, comment dire, quelqu'un veut réussir dans son entreprise, dans son travail, quoi que ce soit, des petits objectifs. Je vais faire un business plan et chacune des étapes, je vais les réussir. Et quand il fait ça, il arrive à se convaincre. L'objectif, il lui donne les forces à son corps pour pouvoir réaliser la chose. Ok? Très bien. Pour les enfants, hein, c'est autre chose. Les enfants, on ne peut pas leur faire ça. On ne peut pas leur mettre des cadeaux. Pourquoi? Parce que ça dépend. En fait. Si un enfant il n'aime pas ce qu'il fait et qu'on lui fixe des objectifs, il risque d'être dégoûté de la chose. C'est par exemple, je lui dis, allez, étudie. Et je lui mets la pression. Je mets des objectifs et tout. Si tu étudies tant de pages, alors tu auras tel et tel cadeau. Quand est-ce que je peux mettre la pression à une personne? Quand elle aime la chose. Si elle l'aime et je lui mets la pression, alors je vais créer chez elle ce moteur qui va pouvoir lui donner la force d'avancer. Si par contre elle n'aime pas ce qu'elle fait et que je lui mets la pression, ça va créer une cassure. Elle va être dégoûtée de la chose, elle va avoir un mauvais souvenir de la chose. À ce moment-là, on a tout perdu. Donc pour les enfants, même pour nous, on peut voir ça. On ne peut pas se mettre des objectifs sur quelque chose que je veux pas. Parce qu'à la fin, ça va m'alourdir la chose dans mon truc et c'est pas bon. Il y avait, alors, même dans les ambiances de travail. En fait, j'ai un copain, hein, il est avocat. Il m'a raconté que il avait une idée, je sais pas, j'avais parlé après il était venu en Israël. Et il m'avait dit, je suis après 3 jours où j'ai pas dormi. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit, on était sur un dossier, tout le cabinet d'avocats, un dossier énorme pour que c'est avocat d'affaires, etc. Un dossier énorme pour qu'on devait rendre, qu'on devait préparer pour pour tel jour. Maintenant, ils sont arrivés à un niveau où 3 jours pour le finir et ils étaient encore loin de le terminer. Donc ils ont fait des nuits blanches, tout le cabinet d'avocats, traiteurs, ils ont commandé des trucs, des machins, etc. Café à gogo. Et dans l'envers du travail, ils se sont fixés l'objectif et ils ont réussi. Et ils ont réussi à placer le dossier. Ils ont fait 3 jours sans dormir. C'est-à-dire qu'ils ont réussi. Ils avaient un objectif maintenant dans 3 jours. Ils ont réussi à le tenir. Il y a une personne, quand elle arrive à être dans une ambiance comme ça de truc, il faut qu'elle arrive à créer des ambiances. Par exemple, un couple. Il dit, regarde, si on arrive à ne pas se disputer pendant 3 jours, on fait un resto. Ou on part en week-end. Ils se font des objectifs comme ça. Ça peut relancer un couple. En discutant, ils veulent partir en week-end. Regarde ce qu'on va faire. Tout ce que je te dis, tu me dis oui. Tout ce que moi je te dis, tu me dis oui. Non, ça peut être chacun son rue. Il y a ça me dérange. Pendant 3 jours, tu le fais. Moi, tu me dis ce qui te dérange chez toi. On fait un donnant comme ça. Et si pendant 3 jours, on a respecté la chose, on part en week-end. Ou on part en resto, ou on fait ou avec ses enfants. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux le vélo électrique? Ok. C'est ce qu'on fait avec le carnet, les machins, les notes. On leur fixe des objectifs. Le petit arrive à se relancer. Il y avait le Rav Bosner, à la Vachelom, il est mort à 104 ans. C'était un grand Rav. Il est mort il y a 5-6 ans. Un jour, à son anniversaire, ils lui ont dit, voilà, Rav, vous voulez un cadeau? Stam pour rigoler, genre, il s'en fiche.
Il a dit oui. Ah, qu'est-ce qu'on peut vous faire? Qu'est-ce que le Rav veut? On m'a dit, j'aimerais bien qu'on termine le chasse aujourd'hui, le jour de mon anniversaire. Quoi, c'est-à-dire? On est combien? On veut soir dans les Shiva? Chacun prend un truc, on termine le chasse. C'est mon cadeau. Il a terminé de parler. Ils ont tapé sur la Teva là-bas dans la truc. Ils ont annoncé, voilà, le Rav, il veut comme cadeau le chasse. On finit le chasse. On interrompt l'étude pendant une journée. J'inscris sur une feuille toutes les macertotes, toutes les gmarottes. Chacun, il coche celui qu'il veut. On a une journée. Il y en a, il a dit, moi, je prends ma Bakama, c'est bon, c'est ma Gemara. Ils se mettent à deux. Ok, moi, je prends de telle page à telle page de telle Gemara. Moi, je prends, en 20 minutes, ils se sont divisés le chasse par 200. À la fin de la journée, à 2 heures du matin, ils ont fini les trucs, et ils ont fait là-bas le Siyuva chasse. Ils ont terminé le chasse avec le Rav. Le Rav, bon, les larmes aux yeux comme ça de voir comment ils ont réussi à terminer le chasse. Imaginez-vous, en une journée, à 200, imaginez-vous, il n'y a pas de, il y a pas de pause. Ah, le chasse, je lui dis, une page par jour, on finit en 7 ans. Une page recto verso. Ça, c'est toutes les Gemarottes. 7 ans pour terminer, faites le calcul, 365 fois 7, vous saurez le nombre de pages recto verso qu'il y a. Ok? Donc, comment? 2576. J'avais noté. Je viens de me rappeler, j'avais fait le calcul quand j'avais fait. Et donc, non. Les années bisexuelles. Ah non, arrête. Mais donc, imaginez-vous, ils ont fait 2576 pages, 200 élèves en moins de 24 heures. C'est énorme. Imaginez-vous, ils ont dû manger là-bas, ils ont dû se faire un roulement pour ramener les plats sur la table, machin. Le mec, il avait l'habitude de faire sa sieste, il s'est dit, il n'y a pas, j'ai pas le choix. Quand tu n'as pas le choix, automatiquement, tu réussis. Tu t'es fixé ça au fond de toi, c'est bon, ça marche. C'est vrai que tu as une énergie en plus. Ça vient d'en haut. Mais ça compte comme si, c'est-à-dire quand tout le monde a fini chasse, c'est comme si tout le monde avait fini. Ouais, mais c'est moins fort que si la personne a fini elle-même le chasse. Mais dans le ciel, ça lui donne une force comme s'il a terminé le chasse. Comme ceux qui participent non, parce que c'est pas la vraie force. C'est comme quand on dit celui qui fait ça, celui qui s'énerve, Keilou Avadabdaza, comme s'il a fait de l'idolâtrie. Ouais, il a vraiment fait de l'idolâtrie. Non, mais l'influence que l'idolâtrie elle lui aurait donnée sur Saïchama, la colère elle lui donne. Mais après ça il va pas avoir une avéra d'avoir fait de l'idolâtrie. Là pareil, quelqu'un qui a fait le chasse comme ça. Et celui qui participe ainsi au chasse. Ouais, voilà, pareil, on te dit quoi? Tu as participé à la fin de la Maseret, c'est comme si tu as fini la Maseret. Dans le sens que tu reçois une énergie dans Saïchama, mais ça n'a rien à voir avec l'énergie de celui qui s'est battu matin et soir pour pouvoir finir le chasse. Ou cette Maseret. Ça n'a rien à voir. Mais il a un petit tampon, comme quoi, voilà, il a un petit bonus, quoi. On l'a vu dans la partie de la semaine dernière. Yaakov Avinu, il se donne 7 ans pour travailler, pour recevoir Rachel. C'est-à-dire que qu'est-ce qui lui a donné les forces? Il savait qu'il allait se marier avec Rachel. Il savait que cette chose-là, il allait trouver, une femme, le mariage, il a pu trouver en lui les forces pour pouvoir se dépasser. Et on voit comment un homme, il arrive à se dépasser quand il veut se marier. Et là, tout le temps, après, à la fin, il lui fait des reproches. Ah, bah, avant le mariage, t'étais pas comme ça, hein, t'étais là. Mais pourquoi? Parce que c'est vrai, maintenant, il n'y a plus d'objectif. Maintenant, c'est acquis. C'est acquis, donc c'est plus. Mais il faut jamais se donner des choses. Il faut tout le temps se relancer. Et encore se dépasser, et encore réussir et tout. Et à ce moment-là, c'est autre chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah ouais. Alors voilà, comment dire, l'histoire avec Yosef, quand il était avec Paro, donc il le sort de prison, et Paro, il lui dit, donne-moi la solution de mon rêve. Il lui donne son rêve, et Yosef, il lui explique le rêve. Il lui dit, voilà, il y a 7 vaches, c'est 7 années d'abondance. 7 vaches maigres, c'est 7 années de famine. Maintenant, Yosef, il balance un conseil.
Il dit donc, ce qui serait bien de faire, c'est de mettre de côté pendant les 7 années de la nourriture pour pouvoir vivre pendant les 7 autres années de famille. Paro, il dit, ouais, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi intelligent que toi. C'est toi qui t'occuperas de ce travail-là. Quel rapport? Attends. Même un enfant, 1 plus 1 égale 2, je ne vois pas. Il y a 7 années de trucs. Ici, il y a beaucoup, ici, il en manque. Bah, mets de côté, comme ça tu comptes le. Comment Paro, il s'est dit, ce mec-là, il est trop fort. Qu'est-ce qu'il a vu Paro dans ce qu'il a dit Yosef? Même un enfant, il aurait trouvé la solution. Il lui balance un conseil. En plus, qui c'est qui t'a demandé de donner ton avis? Puis Yosef, il donne son avis. Et en plus, Paro, ouais, colle la cavote. C'est bon, c'est toi qui t'occuperas de tout ça. C'est bon, tu m'as convaincu. Car, c'est quoi le. Qu'est-ce qu'il a vu Paro? Paro, il a vu quelque chose de plus profond. Et. Excusez-moi. Ça fait froid. Non, en fait. Paro, il dit En chacham benavon kamo. Il n'y a pas d'aussi intelligent et malin que lui. Paro, il a vu quelque chose. Il a vu que cet homme-là, il est capable de vivre le futur au présent. Il y a marqué dans la Torah, Ezeu chacham aro et adolad. Sur la Torah, la définition de quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui voit, il voit, pas qu'il voit le futur, mais il envisage, il anticipe les choses. C'est-à-dire que c'est comme un jeu d'échecs. Il voit, si je fais ça, il y aura telle et telle influence. Si je fais ça, il y aura tel et tel résultat. Donc, comme un jeu d'échecs où il voit chaque pièce. Si je bouge le roi, alors lui, il peut faire son fou comme ça, la reine comme ça, la tour. Il y en a qui arrivent à 30 cours à l'avance, de voir tous les différentes possibilités. Ça, dans la Torah, c'est quelqu'un d'intelligent. Maintenant, Paro, excusez-moi, il a vu que Yosef, il est capable de vivre au présent avec le futur. C'est-à-dire que moi, maintenant, je reçois de l'argent, je reçois de la nourriture, je vois déjà la famine, donc je la mets de côté. Mais qui est capable de faire ça? Quelqu'un qui gagne de l'argent, il va la dépenser. Est-ce que le mec, il va dire non, on va vivre au cas où il y a des problèmes? Quelqu'un qui reçoit de l'argent, elle est dépensée tout de suite. À part si le mec c'est un économe, ou c'est une barbe de voilà. À part si lui, il a du mal à dépenser, mais sinon une personne, elle reçoit de l'argent, elle dépense. C'est normal, il reçoit 20 000 shekels, donc il va faire un kiff, il va réfléchir, qu'est-ce que je peux dépenser? Yosef, lui, il voit le nolad, il voit déjà le futur, et il le vit au présent. Donc c'est le chacham dont parle la Torah. Par contre, il dit, attends, mais il n'y a que toi qui peux réaliser ça. C'est-à-dire que tout le monde a pensé à la solution, mais tout le monde sait que c'est pas envisageable. Quand tu vois, maintenant que tu es multimilliardaire, on te dit, garde, toi, tu vas pas profiter un petit peu. Raval, lui est capable de dire, on ne profite pas. Pourquoi? Parce que je vois déjà les 7 années de famine. Et c'est lui qui a mené toute l'Égypte, il les a massés, il leur a serré la ceinture, ils en ont eu marre à la fin. Attends, mais il libère un peu d'oseille. Rien. Il a rien lâché parce qu'il voyait les 7 ans de famine. Par contre, il a dit, ce mec-là, il n'y a pas plus intelligent que lui. Il arrive à voir nous, l'intelligence qu'on doit avoir, c'est de vivre avec l'objectif qu'on s'est fixé. Je dois atteindre cet objectif-là, maintenant ma vie, elle doit se faire par rapport à ça. De la même manière que j'envisage, quand je pense sur moi la chose, maintenant ma vie, elle s'applique par rapport à ce futur-là. Je dois atteindre cet objectif-là, ce futur-là, il est au présent. Je dois sans arrêt penser à lui, sans arrêt vivre avec le fait que j'ai pris sur moi ces 100 minutes, j'ai pris sur moi ces 2 à la fois, et comme ça, une personne, elle avance. Comme ça, une personne, elle arrive à des niveaux, à atteindre les sommets, à des niveaux les plus hauts. Et c'est pour ça que tous les succès historiques qu'on entend aujourd'hui, les gens qui ont tellement rêvé de cette chose-là, qui sont tellement fixés, ils ont réussi à cet objectif-là. Donc ça, Hachem, imaginez-vous les forces qu'il nous donne. À plus forte raison quand c'est pour se rapprocher de lui. À plus forte raison quand c'est pour étudier plus, pour faire plus de tfilotes, pour faire plus de mitzvot. Hachem dit, mon fils, prends sur toi les petites choses. Je suis là. C'est comme on dit, Hachem dit, ouvrez-moi, comme le chat d'une aiguille, un petit trou, et je vous ouvrirai les portes d'un monde. Et tu fais un petit détail. Moi, je m'occupe du reste. C'est-à-dire que toi, tu prends sur toi la chose,
Et moi, hein, je fais en sorte de te donner les forces de réussir cette chose-là. Une fois que tu vas réussir cette chose-là, hein, tu voudras fixer un autre objectif. Jusqu'à ce que tu arriveras à la fin à les sauver, que tu n'aurais pas pu t'imaginer, comme ce Rav qui a pris sur lui 5 minutes et qui arrive à devenir un grand dans la Israël. On finit avec une petite histoire. Il y avait un tzaddik, bon, une fille à Torah, pas très moyen, quoi. Et un jour, bon, il s'est marié, un peu le matin, pas trop le soir, etc., tranquille. Les enfants, bon, il a fini sa vie. Et après, il est parti de ce monde-là. Il arrive après 120 ans, dans le monde en haut. Et là-bas, ils lui font son jugement. Et ils lui montrent toutes ses mitzvot, etc. Et à la fin, verdict, Gehinam. Il voit 2 anges le prendre, il l'a mis dans la porte du Gehinam. Excusez-moi, comment j'ai plus le droit de, j'ai pas mal de mitzvot, là, qu'un rapport. Pourquoi vous avez décidé de. Il dit non, Gehinam. Il dit, je peux savoir pourquoi? Il dit, t'as posé la question, on te montre pourquoi. Et il lui montre un visage. Il lui montre un visage, et il voit, il lui dit, tu connais cette personne? Ça dit quelque chose. Il va, c'est toi. Quel rapport? Il a une barbe blanche, il a l'air kadosh. C'est pas moi. Non. Est-ce que tu aurais dû devenir? Et il lui montre pendant toute sa vie, avec chaque fois on lui a présenté l'opportunité d'avancer, Hachem, il a présenté les forces maintenant pour réussir. Demain. Et après, on lui a présenté quelque chose d'autre. Il dit, bon, ça va, Et sachez que c'est ce qu'on appelle des etratson. Quand Hachem nous donne ce moment-là où on se dit, stop, je pense sur moi, il prend une décision comme ça, il se fixe un objectif, il ne faut pas qu'il dise demain. Parce que maintenant, Hachem, il dit, ok, je suis avec toi, je t'envoie les forces. Alors, s'il ne le fait pas, le Satan en haut, il accuse, il dit, Hachem, tu donnes des forces et lui, il l'utilise pas. Bon, il récupère. Et après, il veut réessayer, il n'arrive plus. Parce qu'il n'y a plus les forces. Donc lui, toute sa vie, on lui a donné les forces et il n'a pas saisi l'opportunité. Il a tendu la corde, il n'a pas pris. Donc il a fait ce qu'il faut. Mais il va rendre des comptes sur le fait qu'il aurait pu devenir un grand sadique. Vous comprenez pourquoi? Parce que tout était là. On t'a donné ce qu'il faut, etc. C'est toi qui n'as pas su le prendre. Quoi, mais vraiment, j'aurais pu devenir cette personne-là. Mais vadaï. Donc une personne, elle peut devenir ce qu'elle veut. C'est à elle de lancer de lancer la balle. Hachem, c'est un ping-pong. Hachem, tu lances la balle, il te la renvoie. Tu le renvoies, etc. jusqu'à temps que tu arrives au plus haut niveau. Donc Hachem est à qu'on puisse arriver à avoir la force pour prendre des bonnes décisions et avancer et recevoir les forces qu'il faut. Amen, amen.